présente, donc Yann Naour, je suis pilote de drone, donc je préfère plutôt qu'on dise opérateur drone ou télépilote, parce qu'en fait le métier de télépilote est reconnu, n'existe pas à proprement dit, mais est reconnu par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et comment on parle d'opérateur drone, c'est par rapport au fait qu'on est aussi on fait de la vidéo. Donc on pratique aussi le métier d'opérateur vidéaste. Donc je vais vous présenter ce que c'est qu'un drone. Alors ça va être succinct, hein, ça va être assez rapide. Les différents types de drones. La réglementation, là je pense que je vais passer un petit peu plus de temps sur la réglementation. Les différents métiers liés au drone. C'est assez rapide à scanner entre guillemets, mais voilà, il y en a quand même pas mal. Et on fera une question-réponse à la fin s'il faut. Alors qu'est-ce qu'un drone? Alors on appelle ça un aéronef sans pilote qui peut voler de façon autonome. Voilà. C'est en fait ni plus ni moins qu'un moyen. Un aéronef, c'est un hélicoptère, un avion. Mais là, c'est un aéronef qui a les capacités de vol en autonomie, aussi bien en pilotage à distance, par le biais de radios spécifiques et de moyens spécifiques, ou par pilotage programmé. Parce que ces drones-là peuvent être programmés. C'est à utilisation civile ou militaire. Parce que le drone, à la base, est une utilisation militaire. C'est la première utilisation qui a été faite, on le sait très bien, hein, c'est dans la recherche, dans l'inspection, dans la surveillance, sur des actes militaires. Et après, on est arrivé à l'utilisation aéromodélisme, et puis du coup maintenant le domaine professionnel. Alors les différents types de drones, on a ce qu'on appelle les voilures fixes, qui sont dans les trois secteurs, militaire, loisirs et professionnel. Qu'est-ce qu'on appelle voilure fixe? C'est des ailes, ni plus ni moins, des avions. Parce qu'en fait, on a les premiers drones militaires étaient à voilure fixe. On a le loisir, parce qu'en fait, les premiers drones ont été à voilure fixe dans le loisir, tout ce qu'on appelle les pilotages sur zone FFAM, Fédération Française d'Aéromodélisme. Et on en est arrivé à faire du professionnel aussi maintenant en voilure fixe. C'est pas le plus gros des drones utilisés, mais ça fonctionne dans le cas d'inspection, on en reviendra tout à l'heure un peu plus précisément, mais dans le cas d'inspection de ligne, sécurité et beaucoup dans l'agricole. La voilure tournante, c'est ce que vous avez devant vous. Donc qui dit voilure tournante dit moyen qui tourne. Pareil, militaire, parce qu'en fait on trouve des petits drones de ce style-là, beaucoup plus miniaturisés et durcis dans le domaine militaire. Ces drones-là peuvent être utilisés dans le domaine militaire aussi. On en fait quelques utilisations parce que c'est des drones qui sont hyper fiables et qui ont l'avantage d'être faciles à mettre en œuvre. Le loisir, parce que comme je le disais, la base du drone de type de ce genre-là, c'était à la base des passionnés d'aéromodélistes, qui ont fait découvrir un peu cet atout. Et du coup, on en est arrivé au domaine professionnel parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un apport hyper intéressant de ces petits engins. Je dis petits parce qu'avant, ils étaient beaucoup plus gros. On a des constructeurs qui ont quand même travaillé énormément sur la miniaturisation des moyens. Et on va arriver à la fameuse réglementation. Donc là, je vous laisse un petit lien, mais bon, je pense que vous avez fait l'impression de... Ouais. Donc vous le retrouverez, ce lien, sur le petit imprimé qui a été... C'est exactement ça en fait. Hein. Donc faut savoir que nous on est reconnu en tant que télépilote auprès de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, qui est donc gérée par le ministère de l'Environnement. Et donc le lien, c'est bien développement durable, mais c'est le ministère de l'Environnement. Alors la France a été le premier État, pour une fois qu'on est premier en France, il faut le valoriser, a créé un arrêté qui était donc le 12 avril 2012. Cet arrêté régulait un petit peu l'utilisation de drones dans l'espace aérien. Je parle bien de l'utilisation de drones au sens large du terme. C'était pas uniquement que pour le domaine professionnel. C'est un arrêté qui avait été fait un petit peu dans l'urgence. À force d'utiliser cet arrêté et de le mettre en pratique, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient compliquées, qui n'étaient pas faites, qui n'étaient pas bien réfléchies.
Et donc on a fait des demandes, on a fait en sorte en tant que professionnel de faire améliorer les choses. Et dernièrement, on a eu un deuxième arrêté qui est sorti donc, le 15 décembre 2015, qui est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2016, qui lui a un petit peu refondu les possibilités, mais qui reste encore un peu très compliqué à gérer. Voilà. Parce qu'en fait, dans notre domaine aussi, on a énormément de paperasserie. Les dossiers, ça n'arrête pas. Et comme pour une journée de vol, on est quasiment des fois sur une demi-journée de déclaration administrative quand on a la chance de tomber sur les bons contacts du premier coup. Alors que dit l'arrêté? Donc il y a 3 catégories. Le loisir. Alors le loisir, c'est tous ceux qui ont une personne lambda qui va avoir un peu d'argent, qui va se payer ces 2 drones par exemple, et qui va vouloir faire de l'évolution avec, s'amuser avec. Donc je vous arrête tout de suite, ne faites pas n'importe quoi. Point. Voilà, c'est des drones qui sont létales. Même ce petit drone-là, je connais quelqu'un qui s'est entaillé le bras avec, les hélices étant en fin de rotation, il a voulu aller trop vite, parce que ces petits drones-là, quand on vole en mer, par exemple, on les récupère à la main directement. Sauf que quand il a récupéré, il a coupé les gaz, et l'inertie a fait que les hélices tournaient encore un petit peu, et il s'est quand même entaillé le bras. Donc je vous imagine pas quand ça tourne à pleine puissance, ça, c'est hyper dangereux. Celui-là il fait 1,7 kg, 1,4 kg, pardon. Imaginez que ça peut voler jusqu'à 150 mètres d'altitude. Voilà, imaginez un petit peu ce que ça donne quand ça tombe. Ça, c'est 4 kg. Il y a des systèmes de sécurité, parachute. Donc on en reviendra tout à l'heure sur le côté réglementaire à ce niveau-là. Donc le loisir, ne faites pas n'importe quoi. Donc c'est important de bien faire l'acquisition de cette petite notice qui a été faite par la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui est en gros un 10 commandements. Voilà, c'est les 10 commandements, des choses qu'il faut respecter et surtout ne pas faire. L'activité particulière professionnelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, activité particulière professionnelle, c'est dans lequel je suis moi. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation d'un drone, d'un aéronef télépiloté, pour de l'image. Donc, ça va être l'image en audiovisuel, en technique, inspection de toiture, sécurité, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir devenir professionnel? Il faut avoir le brevet théorique. Alors pour l'instant, je parle bien pour l'instant, il y a une évolution qui va arriver en 2017 si tout se passe bien, si l'État ne nous bride pas trop, mais c'est brevet théorique ULM. C'est le minimum requis. Donc vous achetez un drone comme ça, vous n'avez pas le droit de faire de l'utilisation de l'image et de la diffusion d'image en tant que loisir. Donc ça, on va avoir des drones qui sont enregistrés auprès de la DGAC. Enregistrés, je parle dans le sens où ils sont sur un dossier, qui est hyper lourd à gérer, là, hein. Un dossier, ce qu'on appelle le MAP, le manuel d'activité particulière, où on va mettre tout ce qu'on s'engage. C'est un dossier juridique en cas de problème. Et quels sont les drones qu'on utilise. Et ces drones ne sont pas des drones quelconques. Même ce drone-là qui est acheté sur le net, il est reconnu auprès de la DGAC comme étant un drone que j'utilise moi. Voilà. Il a un numéro de série que je pourrais diffuser, qu'on pourrait me demander. Ça va évoluer. On a une nouvelle loi qui est sortie, la loi drone, qui va nous demander des systèmes des geofencing, on appelle ça, des systèmes où on pourra automatiquement le reconnaître par biais de radar, donc dans l'espace aérien. Des petits géotags qu'on va avoir. Donc ça, c'est en cours d'évolution. On a une assurance qui est spécifique, pro, la responsabilité civile pro, c'est obligatoire aussi. Et après, on a donc tout un dossier, voilà, c'est tout un dossier juridique à faire transmettre auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile, le valider. Alors avant, on le faisait transmettre en intégralité. Maintenant, on a une petite évolution qui fait partie du nouvel arrêté, c'est que ils nous ont responsabilisés, ce qui est pas mal. Et on a un dossier et on envoie une déclaration juste d'activité auprès de la DGAC, on est enregistré, on a un numéro d'exploitant. Et donc on est reconnu comme étant télépilote. Les autres activités particulières, c'est l'expérimentation. Donc il faut être professionnel, à la base, pour pouvoir faire de l'expérimentation. Alors moi, à l'origine, j'ai créé ma société, et j'en ai créé une deuxième dans la recherche et le développement, et je crée des moyens comme ces types de produits qui sont là, c'était ma deuxième société qui les créait, et on faisait de l'expérimentation. Donc on était enregistré, j'étais enregistré en tant
dans l'activité particulière expérimentation, ce qui veut dire qu'on avait des dossiers spécifiques à faire pour pouvoir tester ce moyen-là à grandeur de nature, réelle, parce qu'en fait on devait fournir des vidéos pour montrer que c'était efficace, que ça faisait le travail qu'on demandait de faire. Donc c'était le domaine d'expérimentation. Donc c'est des dossiers un peu spécifiques, on demande des heures de vol, des temps de vol, si on dépasse tel et tel critère. Bon, c'est pas ce qu'il y a de... dans les activités particulières, c'est surtout le professionnel qui est représenté. Alors, le loisir, je vais faire vraiment un point là-dessus. Donc il y aura une petite vidéo que vous pourrez voir sur le site de développement durable, qui résume en gros sous forme graphique, on va dire. C'est surtout côté fun un peu, mais bon, c'est pour ceux qui ont la flemme de lire, malheureusement, il y en a pas mal, et donc du coup, ça permettra de montrer que justement, même les geeks sont au courant, en regardant une vidéo. Donc c'est la notice que je vous dis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit je ne survole pas de personne. Alors même dans le professionnel, je vous rassure, on n'a pas le droit de le faire. Sauf si on aurait à la rigueur un critère qui serait le fait que les personnes survolées sont des personnes qui vont être filmées. Et donc, ils ont une décharge à faire signer. On leur fait signer une décharge. Mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé de... On n'a pas le droit de tout faire non plus. Donc, je respecte les hauteurs maximales de vol. Alors, en fait, le drone est un moyen qui complète... Bon, qui a pris un peu de marché sur l'hélicoptère, il faut être honnête. Mais qui complète aussi ce qu'on appelle l'espace aérien. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a le droit d'évoluer en dessous de 150 mètres... Bon, les hélicoptères pourraient le faire à la rigueur, mais normalement c'est 150 mètres. Donc nous, entre 0 et 150 mètres, on peut évoluer. Donc, ces drones-là sont autorisés à monter jusqu'à 150 mètres d'altitude. Voilà. Ils pourraient aller beaucoup plus haut. Hein. On a des limites maintenant d'altitude qui sont intégrées dans le système. Mais ça c'est 150 mètres. Alors, je ne vous raconte pas que ce petit moyen-là, quand il est à 150 mètres, on le voit à peine. Hein. Donc ça, on commence à le voir, en plus j'ai mis en fluo pour que ce soit plus visible. Voilà. Donc ça, imaginez-vous bien que quelqu'un qui achète un drone qui sort de son sac et qui lui dit vas-y monte, il y a déjà une préconfiguration à connaître, il faut savoir comment programmer les limites de distance, savoir ce qu'il a le droit de faire et pas faire. Donc ne faites pas n'importe quoi. Et donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir voler à 150 mètres avec un petit drone comme celui-là. Voilà. Je ne perds jamais mon drone de vue et je l'utilise pas la nuit. Alors, c'est valable aussi pour le professionnel. On appelle piloter à vue. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un drone qu'on doit voir, même si de temps en temps on peut piloter en retour vidéo direct, dans certains cas, comme en mer par exemple. Et la nuit, parce qu'en fait, même nous, on n'a pas le droit de voler la nuit. Voilà. On est tenu de respecter ce qu'on appelle la nuit aéronautique, 30 minutes après le coucher de soleil et 30 minutes avant le lever du soleil. On a des dérogations ponctuelles sur des domaines un peu spécifiques. C'est arrivé, moi, une demande sur Rennes pour évoluer de nuit. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la lourdeur administrative pour un drone de ce style-là qui volait à 30 mètres d'altitude, en stationnaire, pendant 10 minutes, sur un point fixe. Ça a été 2 jours de prestation, 2 jours de démarche administrative. Préfecture, DGAC, et 1 mois d'attente, pour savoir si on a le droit de le faire ou pas. Donc voilà. Je n'utilise pas mon drone à proximité des aérodromes. Eh ben non, comme je le disais tout à l'heure Hugues, même si hors aérodrome, ça peut être dangereux, c'est d'autant plus dangereux au niveau des aérodromes et aéroports. On a des périmètres qu'on appelle les CTR, hein, qui sont valables aussi bien dans le domaine de l'avion et l'hélicoptère, que nous on doit connaître. Et ces drones-là maintenant ont un système informatique qui les géolocalise en permanence et qui nous interdisent de décoller. Ce qu'on appelle les no-fly zones. On a même des stades qui sont interdits de décollage. On a des zones, c'est eaux, des zones à risque, des centrales nucléaires et tout ça. Donc ces drones-là, vous les activez dans le périmètre qui correspond à ces zones dangereuses, reconnues dangereuses, et ils ne décolleront pas. On a moyen de chanter, on fait une demande spécifique au constructeur qui lui valide ou pas. Donc il faut qu'on lui fournisse tous les documents, donc protocole,
et autres. Ça m'est arrivé de décoller de la CTR dans le périmètre de l'aéroport de Rennes pour pouvoir faire une prestation bien spécifique. Donc là, c'est un protocole à mettre en place, être en liaison directe avec la tour de contrôle. Les CTR c'est un périmètre qui est assez important. Moi, je suis mon domicile est dans une CTR et j'ai le droit d'évoluer dans cette CTR, mais jusqu'à une certaine hauteur. Donc en fait, c'est assez complexe. Il y a des hauteurs suivant les distances et suivant l'axe de la piste, ou si on est plus ou moins dans l'axe de la piste. Donc c'est pareil, un loisir, s'il ne connaît pas ça, il peut faire plein de bêtises. Bon, heureusement maintenant ceux-là sont bridés. C'est-à-dire qu'un loisir ne pourrait pas débrider ça au niveau d'une no-fly zone. Il n'y a que les professionnels seulement qui sont autorisés à le faire. Ça c'est récent. C'est très récent, ça fait... les no-fly zones, ça fait même pas un an, on va dire même en dessous d'un an. Alors je ne survole pas les sites sensibles ou protégés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les eaux, on va avoir tout ce qui est centrale nucléaire, enfin tous les zones à risque en fait, qu'on appelle proprement un risque. Je respecte la vie privée des autres, oui, parce que même nous on a le droit de le faire, on est obligé de le faire. Nous on a enregistré auprès de l'ACNIL aussi. On est censé respecter la vie privée. Maintenant, la difficulté, c'est de se dire où s'arrête la vie privée. Voilà. Donc, les dernières arrêtés ont fait quelques petites précisions là-dessus. La dernière notice qui aide justement à comprendre l'arrêté professionnel. Comme quoi, on peut survoler une propriété privée tant qu'on n'enfreint pas la vie privée. Et dans ces cas-là, c'est tant qu'on ne filme pas le terrain privé. Donc, on peut le survoler pour aller d'un point A à un point B. On a le droit de le faire parce qu'on a des autorisations pour voler en agglomération, mais on n'a pas le droit de filmer ou tout au moins d'utiliser l'image. Par contre, sachez qu'une commune a le droit, un maire, pourrait utiliser un moyen comme celui-là pour contrôler que les habitants ont bien respecté les demandes de permis de construire. Je ne diffuse pas mes prises de vue sans l'accord des personnes concernées et je n'en ai fait pas une utilisation commerciale. Alors, c'est justement là que rentre la différence, parce qu'en fait, tous les critères quasiment là, nous aussi, on doit les respecter. L'avantage que nous, c'est le point 8, on a le droit justement, notre but, c'est ça, c'est de diffuser de l'image. Et pour ne pas, justement, rentrer en conflit, les loisirs ont pour interdiction d'utiliser l'image qu'ils font avec leur drone. Donc, vous achetez un drone comme ça, vous sortez les billets, et la seule chose que vous pouvez faire avec l'image, c'est la garder sur votre ordinateur. Vous pouvez même pas la mettre sur une chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que chaîne YouTube, c'est pas bridé. Même vous avez beau avoir un compte privé, ça se débride facilement. Et donc du coup, j'ai connu quelqu'un qui était un passionné d'aéromodélisme, qui a fait des vols et qui a fait des belles vidéos, faut être honnête, il faisait des très très belles vidéos, qui étaient un peu originales, avec son drone, mais il pilotait en sentant la réglementation. Je l'ai vu une fois piloter son drone harnaché à une aile volante, enfin un parapente. Donc, tout ce qui est interdit. Alors on peut le faire en domaine de loisir, malheureusement on a le droit de le faire, mais c'est absurde. Et de deux, utiliser l'image, il la mettait sur son beau compte YouTube, sauf qu'il y avait dans sa région des journaux qui étaient friands d'images drones, et puis qui lui piquaient son lien, et puis qui lui piquaient même sa vidéo, c'est facile, et qui s'en servaient pour faire de la com et du commercial, et puis faire promouvoir un petit peu leur magazine. Sauf que actuellement le domaine, c'est tellement facile de regarder sur internet et de savoir ce qui se passe. Ça a été très 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 vite vu, remonté aux autorités. Et je peux vous dire que maintenant il n'en fait plus d'images. Mais il n'a plus de drone non plus. Enfin, il a été racheté depuis, mais tout a été confisqué. Donc voilà. Et donc du coup, je vérifie dans quelles conditions je suis assuré. Parce qu'en fait, voilà, un loisir doit être assuré aussi. Si il l'utilise hors d'un périmètre réglementé, c'est-à-dire hors zone Fédération Française d'Aéromodélisme. Parce que lorsqu'on a une licence Fédération Française d'Aéromodélisme, on a une assurance spécifique pour évoluer dans la zone Fédération Française d'Aéromodélisme. Par contre, si on sort de ce périmètre-là, l'assurance n'est plus valable. Donc ce qui veut dire que vous prenez un drone comme celui-là, vous êtes dans votre terrain, vous n'avez pas le droit de décoller, de faire évoluer votre drone au-delà de votre terrain, et les hauteurs limites,
c'est parce que vous rentrez dans l'espace aérien à partir de 1 mètre d'altitude, c'est énorme, et ben c'est la haie. Vous avez une haie d'arbres, une haie de tuyaux autour de votre terrain, vous n'avez pas le droit de décoller, de dépasser cette hauteur-là. Voilà. Donc quel est l'intérêt d'acheter un drone en tant que loisir? Si vous êtes en pleine campagne, à la rigueur, pourquoi pas. Mais sinon, voilà. Et par contre, vous ne pouvez pas utiliser les images. Bon, en cas de doute, je me renseigne. Oui, n'hésitez pas. Renseignez-vous. Donc là, au verso, vous avez un peu plus de détails. Hein. Vous avez des liens qui sont intéressants. Donc voilà, moi je tiens à marquer ce point-là parce que on fait souvent allusion au drone. Oh, c'est un jouet, c'est un jouet, c'est un jouet. Ouais, à la base, c'est un jouet. À la base, quand on regarde l'origine un petit peu de l'aéromodélisme, mais on ne fait pas n'importe quoi avec. Voilà, donc on a des évolutions. Moi, ça m'est arrivé d'évoluer auprès d'un hélicoptère. Ça m'est arrivé, il suffit juste de s'entendre. Il faut préparer à l'avance, c'est des démarches administratives, ça ne se fait pas n'importe comment. Et un engin comme ça, c'est dangereux. Ça reste dangereux. On ne fait pas évoluer un engin comme ça. Pardon. Plus tard. C'est du public. C'est létal. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont importantes. Et dans le domaine du loisir, le problème c'est qu'on achète le drone. Et je peux vous assurer que le constructeur DJI vient tout justement, sortir un petit dépliant qu'on trouve dans la boîte quand on achète le drone. Ça, c'est quelque chose sur laquelle on se bat depuis ça fait 3 ans que j'ai ma société. Je me suis toujours battu pour ça. Et j'ai même évoqué le sujet dans des magasins quelconques qu'on peut trouver. Hein. Vous allez chez Boulanger ou vous achetez des drones. Hein. Et ben ils veulent surtout pas diffuser la notice. Surtout pas. Ils en vendraient beaucoup. Hein. Voilà. Donc c'est un problème d'information. C'est comme tout. Hein. C'est comme vous achetez une voiture, vous savez très bien que vous n'avez pas acheté la voiture. Et c'est parce que vous avez 18 ans que vous pouvez conduire une voiture. Voilà. Il y a des choses à respecter. Alors, l'activité particulière professionnelle. Eh ben, elle aussi, elle est vachement cadrée. Elle est basée sur 4 scénarios. Le 4e scénario, en fait, il est un peu spécifique et à la rigueur, est un scénario qui peut être intéressant pour les pilotes qui ont au moins 100 heures de vol, si mes souvenirs sont bons, en tant que commandant de bord. C'est-à-dire qu'en fait, un pilote d'hélicoptère, un pilote d'avion peut se recycler dans le scénario 4. On y reviendra tout à l'heure, c'est un peu spécifique, mais il y a énormément de débouchés là-dedans maintenant. Voilà. Comme quoi, il y a toujours un petit métier quelque part. Scénario 1, hors zone peuplée. On a le droit d'évoluer à vue toujours, mais à une distance maximum de 200 mètres par rapport au pilote, en rayon. Hauteur max, 150 mètres, et toujours à vue, comme je disais. Et là, on est limité à 25 kg, un drone de 25 kg. Et quand je parle Pampa, quand je parle hors zone peuplée, c'est vraiment la Pampa. Hein. Si vous avez une maison délimitée qui est marquée sur la route par 2 panneaux d'entrée au hameau, ça reste agglomération. La réglementation est claire maintenant à ce niveau-là, elle a été améliorée légèrement. 2 panneaux d'entrée de hameau correspond à une zone scénario S3. On y reviendra tout à l'heure. Donc vous imaginez bien qu'en Bretagne, la Pampa, ça se trouve, hein, mais... Et attention, un champ est un terrain privé. Donc si vous décollez du champ, dans l'extrême, vous devez avoir l'autorisation du propriétaire. Dans l'extrême. Scénario 2, c'est un scénario qui est un petit peu spécifique. Ce drone-là, il est prévu pour ça. C'est qu'en fait, je peux évoluer avec ce drone hors vue. Donc uniquement par le retour vidéo. Par contre, je suis limité à ce que je peux faire avec. Donc, toujours en zone peuplée. Je peux aller jusqu'à 1 km de distance. Donc du coup, hors vue, logique. 150 mètres maximum pour ce type de drone. Non, même pas. Non, parce qu'il fait 400 grammes de trop. Il faut les moins d'1 kilo. 2 kilos, non 1 kilo, ouais. Et on a celui-là qui peut voler qu'à 50 mètres d'altitude en S2. Voilà. Parce qu'il fait plus de 2 kilos. Et donc quand on est sur la deuxième partie donc, du S2, on fallait jusqu'à 25 kg donc en S2 à 50 mètres d'altitude. Le scénario S3 est le plus compliqué parce que c'est lui qui demande le plus de démarches administratives. En zone peuplée, donc dès que je décolle d'ici, j'ai travaillé une fois pour la Cité des Métiers, on décollait de la zone à côté là.
Là, il y avait une demande spécifique à faire. J'ai le droit jusqu'à 100 mètres de distance par rapport au drone, entre le drone et moi. 150 mètres toujours en altitude, toujours à vue. Et là, on est jusqu'à 8 kg. Alors c'était 4 kg jusqu'en fin 2015 et c'est passé à 8 kg. Alors je vous dis pas que par rapport à celui-là et celui-là, il y a une grosse évolution. C'est celui-là fait plus de 2 kg et à partir de 2 kg, on est obligé d'avoir des systèmes de parachute qui sont calculés en fonction du poids du drone. Pourquoi? Pour limiter le point d'impact au sol, qui ne doit pas dépasser les 69 joules. Et dans la fameuse vidéo qu'on fait quand on est dans un domaine d'expérimentation et qu'on valide ce système-là, on fait une vidéo grandeur nature réelle. Donc le drone il chute avec les télécommandes. On a une petite télécommande qui déclenche l'ouverture des deux clapets et les parachutes se déploient et on doit contrôler que le drone ne descend pas à plus de telle vitesse en mètres secondes, qui doit se déployer, qui doit être efficace après 15 mètres de déploiement en chute libre. Bon, il y a plein de petites choses comme ça. Donc voilà, les systèmes de parachute, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont sur les bras, il y en a une multitude. Et ils sont plus ou moins gros suivant le poids du drone. On a les 8 kg, c'est des parachutes qui font ce diamètre-là, et qui au-dessus de 4 kg doivent être pyrotechniques, systématiquement pyrotechniques. C'est qu'un petit pétard qui déclenche l'ouverture de l'éjection du parachute. De 2 à 4, on est sur des éjections à capsule, à ressort. Toujours éjection, on n'a pas de droit au parachute qui se déploie par inertie. Là, c'est des petites coupelles avec des ressorts sous chaque parachute. Toujours à vue, hein, donc voilà. Donc les démarches administratives, préfectorales, protocole d'accord avec les aéroports si on est à proximité ou si on est dans la CTR. Des décharges diverses. Moi j'ai évolué hier à Ploumanac, j'avais en plus des décharges, des demandes administratives préfectorales, j'avais Natura 2000, j'avais la protection de l'environnement, donc ça c'est les documents qu'il faut faire. Voilà. Pour une petite anecdote, la demande pour Natura 2000 c'est le dossier qui équivaut à la patrouille de France quand ils sont venus évoluer au-dessus de Perros-Guirec. C'est le même document. Voilà, donc vous avez vu un peu. Voilà, et ça fait un peu. C'est comme ça, on ne voit pas trop l'intérêt, mais c'est comme ça. Donc voilà, et scénario 4, comme je disais, et ben ça c'est hors zone peuplée. C'est essentiellement distance max, c'est-à-dire qu'en fait, ça correspond un petit peu à ce qu'utilisent les militaires. C'est un petit peu ça, sauf que l'utilisation n'est pas la même. Toujours 150 mètres d'altitude maximum, donc on est hors vue systématiquement. Alors là, c'est des centrales. C'est un bureau à Paris qui va piloter un drone qui va décoller et qui va pouvoir faire toute la France. Vous comprenez pourquoi c'est ouvert qu'aux pilotes d'hélicoptères et qu'on s'appelle d'avion. Et là on est sur des moyens qui sont très légers, 2 kg. Ça c'est très peu, dans le domaine professionnel, c'est essentiellement utilisé actuellement pour la SNCF. La SNCF l'utilise beaucoup pour contrôler ses lignes, pour la sécurité, les vols de câblage et tout ça. On a un petit peu l'agricole aussi, mais l'agricole aussi se retrouve beaucoup dans le S2. Il y a quand même pas mal... Et il y a un marché qui se crée. On a des sociétés actuellement qui travaillent essentiellement dans le S4. Moi j'ai des collègues qui sont télépilotes à la base, qui étaient pilotes d'avion ou pilotes d'hélicoptère, qui ont du mal à faire vivre leur société en tant que professionnels de l'audiovisuel et qui ont dérivé vers le S4. Donc ils sont soit formateurs, enfin instructeurs, mais ils vont dans tous les pays du monde, quoi, en fait. Donc voilà. En France, c'est pas beaucoup utilisé, hein, sincèrement. Alors, les métiers avec le drone. Alors, l'audiovisuel, c'est 80% du marché. L'audiovisuel, on parle bien de diffusion d'images, enfin, prise d'images et diffusion et utilisation d'images. Photo, vidéo. Ça peut être aussi bien dans le domaine industriel. On a des industries qui nous demandent des vidéos pour faire de la promotion, télévision, les journaux, des documentaires quelconques. Du privé, ça arrive que de temps en temps on a des demandes en privé, il faut juste que les personnes aient les moyens de se l'offrir.
Et qu'est-ce qu'on aurait encore autrement? Bon, un petit peu tout ce qui est corporate en fait, hein, à la base. Le but c'est de créer une vidéo promotionnelle, créer une photo qui peut servir pour... moi je travaille pas mal pour l'immobilier aussi, on fait des photos type panoramique. On fait un panorama à un point GPS précis, une altitude précise, un cap précis, et ça permet de faire des intégrations, des simulations vue 3D ou vue balcon, ce qu'on appelle. Donc la photo est créée et à partir de là, le promoteur va y intégrer un balcon pour montrer justement ce qu'aura la personne qui achètera l'appartement lorsqu'il sera à son balcon. Voilà, ça fonctionne énormément, ça plaît beaucoup. L'industrie, alors l'industrie, il y a quand même pas mal de possibilités. On va avoir l'inspection technique, la photogrammétrie. Alors l'inspection technique, ça va être aussi bien avec mon drone, là, je peux évoluer au-dessus d'un toit. Alors les toits ici sont pas très hauts, mais ça peut arriver sur des immeubles et autres. Ou de scanner même, de balader en vertical au-dessus devant un immeuble pour contrôler justement les défauts qu'il peut y avoir sur l'immeuble. Ça m'est arrivé de travailler pour, j'ai une présentation la semaine prochaine pour un couvreur, qui a une grosse société, une grosse boîte sur la région lyonnaise, qui a besoin de ce drone-là quand il y a des immeubles, plutôt que de louer une nacelle où c'est inaccessible, on décolle de la cour intérieure avec les demandes d'autorisation spécifiques et puis on contrôle. Ça m'est arrivé aussi pour la partie les églises aussi. Ça permet d'aller plus facilement sur la partie haute de l'église. Donc voilà. Il y a ce qu'on appelle la photogrammétrie. Alors la photogrammétrie, ça revient beaucoup maintenant, c'est ce qu'on appelle de la modélisation 3D. On utilise un drone de ce style-là, ils peuvent le faire, moi je l'ai fait pour l'INRAP. On va faire plusieurs photos, et ces photos vont être retranscrites après sous forme de points communs. On appelle ça les nuages de points. Et on va pouvoir créer des images en 3D. C'est-à-dire qu'en fait, l'image, elle aura un volume, et on pourra déplacer l'image comme on voudra. Ça permet d'avoir... alors pour l'INRAP, c'était assez intéressant. L'INRAP, c'était plutôt que d'être assis dans le champ avec un calque de 1 mètre par 1 mètre à dessiner chaque pierre. Moi, j'ai mis une demi-heure pour scanner l'ensemble, mise en route comprise et vol compris. Eux, ils ont fait un traitement sur ordinateur qui a duré 3-4 jours quand même. Et ils avaient la copie exacte du chemin. C'était un chemin romain. Et avec même les traces des roues, le moindre petit détail de pierre, qui pouvaient, eux, après, s'ils avaient besoin, aller chercher, reprendre un calque et autres. Mais l'avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient le support informatique. Donc, du coup, ça reste. Ça reste plus facilement. Ça peut être utilisé après aussi dans ce qu'on appelle le calcul de cubature. Alors pourquoi? Dans les carrières, ils veulent souvent faire un point sur le nombre de mètres cubes qu'ils ont déplacés, qui reste à déployer, enfin bon, et ainsi de suite. Et les drones sont beaucoup utilisés pour ça maintenant. Donc voilà. On a un peu de la sécurité. Le problème de la sécurité, c'est qu'on a des réglementations un peu lourdes. Donc ça, il faut être à distance, on ne peut pas faire ça en zone peuplée, mais ça va venir. On est en train de faire évoluer un petit peu tout ça, parce qu'on a la possibilité de les faire câbler, et donc du coup ce qu'on appelle les câbles de retenue. Et les câbles de retenue ont la possibilité d'auto-alimenter les drones aussi. Donc il y a des évolutions qui sont en cours, qui ont déjà été réfléchies, et il y a des grosses possibilités à ce niveau-là. Alors, on imagine bien, on a entendu assez fréquemment parler des surveillances de frontières. Mais là, actuellement, Vinci utilise beaucoup les drones maintenant pour contrôler le flux en pleine période au niveau des péages, au niveau des autoroutes. C'est un collègue là, qui fait ça assez fréquemment pour eux. Mais on peut aussi contrôler... moi, j'ai été appelé l'autre jour, mais bon, côté réglementaire, je ne pouvais pas le faire, pour l'instant en tout cas, pour les vieilles charrues. Évoluer en altitude et pouvoir contrôler tout ce qui se passe justement en altitude, quoi. Et puis voir ce qui se passe au sol sans avoir un rondier qui se balade et qui ne verra pas obligatoirement la même chose. On a le domaine aussi pompier. Alors moi je suis en train de passer dans ce domaine-là, j'ai des collègues qui sont télépilotes qui veulent me faire intégrer le CODIS 35
en tant que pilote expert. Donc j'aurais pas les notions de pompier pour extinction de feu et autres, mais je serais en tant que pilote sachant piloter un drone. Alors pourquoi l'aide à la décision? L'année dernière, j'ai fait un test avec le SDIS 56 sur une forêt où je devais faire évoluer mon drone, c'était celui-là, et j'avais une retransmission en direct au niveau du central, et puis donc du coup ils pouvaient à eux analyser les départs de feu et autres. Ça peut aider aussi pour la partie formation chez les pompiers, quand ils sont en pleine formation, chez les CRS et gendarmes, ça utilisé aussi. Pourquoi? Parce qu'en aérien on voit beaucoup plus de choses. On voit le déploiement des engins, on voit le déploiement comment on appelle ça, du personnel, et ça permet en post-production, donc du coup sur un écran, et de regarder ce qui va bien, ce qui a été loupé ou ce qui pourrait être amélioré et autres. Moi chez les pompiers c'était surtout pour la retransmission en direct, l'aide à la décision, et ils pourraient à la rigueur l'utiliser, parce que dans le 56 ils ont des protocoles avec des arrangements avec des pilotes ULM dans les périodes estivales où il y a des risques, pour que les pilotes ULM fassent des évolutions au-dessus des forêts pour contrôler en fait, ce qu'il y a beaucoup dans le sud et sud-est où ils ont des tours, donc ils ont des personnes qui servent qu'à ça. Et là c'est le même principe. Et ils voulaient utiliser ces moyens de drone en fait pour le faire aussi. Et cette année ils ont engagé trois télépilotes professionnels qui sont censés être appelés en cas de problème. Alors soit pour un départ d'incendie en urbain, soit pour un départ d'incendie en forêt, ou soit en surveillance. Donc voilà, c'est des arrangements qui sont faits, c'est des chartres. Donc moi, c'est plutôt dans le sens inverse, c'est que le CODIS 35 veut avoir son pôle drone, comme ils ont dans le 31, comme ils ont le 42, je crois, où il y aura des drones qui appartiendront aux pompiers. Il y aura des professionnels qui ne feront quasiment que ça. Donc voilà. Donc moi j'étais hyper intéressé, pourtant c'est pas ce qui va me faire gagner de l'argent, mais c'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper enrichissant. Donc voilà. Alors après on a l'agriculture, et là il y a différents domaines. Donc il y a le calcul, un peu ce que font les engins agricoles actuellement sur des petites surfaces, ils calculent en direct ce qu'il y a besoin comme engrais et autres. Et ce sera le même principe mais sur des grosses surfaces. Et là c'est là qu'on utilise beaucoup la voilure fixe. C'est des drones qui sont équipés de capteurs spécifiques qui évoluent à basse altitude ou à moyenne altitude et qui très rapidement peuvent scanner par le biais de photogrammétrie, mais avec un traitement différent, scanner tout un champ, une surface énorme, qui va jusqu'à, tant qu'ils ont de l'autonomie pour voler, ils peuvent scanner, ils le font plusieurs fois en plus, s'ils veulent. Et voilà, ça. Alors, j'en ai discuté avec un agriculteur qui utilise une entreprise pour gérer toute cette partie-là. Dans les petites surfaces, c'est pas rentable. Voilà. Actuellement, le métier de pilote de drone en tant que professionnel, c'est compliqué. Voilà. Moi, ça fait 3 ans que j'ai créé ma société. Je finis ma 3e année. Je commence juste à pouvoir en vivre, mais j'ai pas de plafond de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mois, si le client ne paye pas, je suis trop juste. Donc je ne me fais pas de salaire. C'est un peu le côté galère aussi qu'a eu Hugues. C'est qu'en fait, il faut un certain temps pour pouvoir être reconnu, il faut un certain temps pour prouver ce qu'on est capable de faire. Parce qu'il faut prouver ce qu'on est capable de faire. À chaque fois, on nous demande du résultat, mais avant le résultat, on nous dit mais oui, mais qu'est-ce que vous faites d'habitude? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Donc, moi, quand j'ai créé ma société, en janvier 2014, on était 294, si mes souvenirs sont bons, télépilotes enregistrés en France. On est plus de 2500 maintenant. Et encore, je n'ai pas regardé les derniers chiffres. Donc vous imaginez bien qu'arrivé un moment, le marché il est un peu serré. Donc celui qui voudrait à la rigueur, parce qu'il a la passion de l'aéromodélisme, et c'est très bien, se lancer dans le professionnel, il y réfléchisse. S'il n'a pas carnet d'adresse, c'est même pas la peine qu'il y pense. Parce que c'est de l'électronique, donc il faut connaître comment fonctionne un drone. Je dirais même qu'en loisir, on devrait avoir une base là-dessus. Ce qui va peut-être venir, il y aura peut-être une formation à faire d'ici peu. Comment se comporter en cas de problème. Vendredi dernier, j'étais en mer au large de Saint-Nazaire en train de filmer un patrouilleur, un patrouilleur militaire qui partait en Côte d'Ivoire. Il y avait des essais canons à faire et juste avant les essais canons, il y avait un peu de com à faire. Et ce drone-là,
parce que c'est celui qui est le plus pratique pour aller en mer, vu l'encombrement, et ben il ne voulait pas décoller. Il ne voulait pas décoller. Il mettait perturbation électromagnétique trop importante, impossibilité de décoller. J'ai voulu faire des calibrations de compas, ça ne fonctionnait pas. J'étais ce qu'on appelle dans un RIB, qui est pourtant tout en alu. Mais sur ce RIB, il y avait un moteur qui était en jet, en formule jet, en centrale. Et donc, ce moteur, il perturbe énormément les drones. Après, donc je volais à longue distance. Une fois que j'ai réussi à le faire décoller, parce que je le connaissais, je savais comment faire pour pouvoir le faire décoller. Après, je volais de loin, je filmais de loin, donc entièrement en retour vidéo, et je volais près du patrouilleur. Sauf que le patrouilleur, c'est un patrouilleur militaire. Donc radar, des systèmes VHF importants dedans, qui n'ont pas les mêmes fréquences radio que nous, mais qui sont censés pouvoir nous perturber. Et ben c'est pareil, on ne fait pas n'importe quoi. Parce que là, si celui-là il tombe à l'eau, c'était adieu. Il flotte pas, il n'est pas étanche. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Et vous imaginez bien que quand on va commencer à évoluer, quelqu'un qui va prendre ce drone-là et qui va faire n'importe quoi avec, et ben ça peut très vite arriver à n'importe quoi aussi. Et là, ça peut faire très très mal. Ça peut aller jusqu'à l'interdiction, comme dans certains pays, d'évoluer directement avec des drones. Ça existe. Donc voilà. Donc c'est un drone qu'il faut connaître. Ce système-là, c'est pareil, il est encore plus poussé parce qu'il a des systèmes de train. Donc le train remonte pour pouvoir avoir une caméra qui peut piloter à 360 degrés, enfin 330 d'un côté et 330 de l'autre. Il y a des gestions d'autonomie à respecter. On ne fait pas n'importe quoi avec les batteries, on ne va pas jamais jusqu'à 0%. On se pose toujours à 30% de batterie, parce que c'est des lithium, et quand on tape en dessous des 30%, en général, c'est pas bon. On peut avoir des problèmes de perte de charge rapide. Ça m'est arrivé sur celui-là l'année dernière, au-dessus du barrage du Gouette. Je suis passé si mes souvenirs sont bons, de 76% de charge batterie à 6% de charge batterie. J'étais au-dessus du trou. Donc ça fait bizarre. Il faut savoir se comporter, parce que lui, il se met en mode atterrissage automatique. C'est une sécurité obligatoire. Et il retourne au point de décollage. Donc le problème, c'est que comme le point de décollage était loin, il a dit moi j'atterris plutôt qu'autre chose. Donc moi je voulais pas qu'il atterrisse où il était, parce que sinon je n'allais pas retrouver. Et ben il faut savoir se comporter. Donc voilà, il y a plein de choses à respecter. Il y a des checklists, on fait des checklists. On prévoit, comme disait Hugues, on prend pas le drone comme ça. L'hélicoptère c'est pareil, on fait des points, les niveaux d'huile, les contrôles des points de sécurité ou des choses qui peuvent se desserrer ou n'importe quoi. Là c'est pareil. Moi la veille, je contrôle toutes mes batteries, qu'elles sont bien chargées. Contrôle qu'elles sont bien à 100% de charge. Je contrôle que tout est bien monté. Sur celui-là, surtout qui commence à être un peu plus vieux, tous les visseries. Je contrôle les serrages. Parce qu'en fait, un moteur qui est desserré là-dessus, c'est un tremblement qui peut arriver. On peut se désolidariser les bras, parce que ça va tellement vite que le tremblement se transmet, les vibrations se transmettent. Et puis donc du coup, on peut arriver à une perte de drone en totalité, quoi. Donc voilà, c'est un jouet, mais on ne fait pas n'importe quoi. Donc c'est valable en loisir comme en professionnel. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair. C'est vrai, j'ai pas pensé. Comme c'était dans l'article, j'ai même pas pensé à le faire. Alors moi en fait, j'étais passionné du pilotage, donc j'avais la passion de l'hélicoptère. C'est ma passion, j'ai toujours été, quand j'étais gamin, je me rappelle, que dès que je pouvais voir un hélicoptère évoluer, j'étais un gars, j'étais fou, quoi. De toute façon, j'ai toujours regardé de loin, parce que j'ai été vite arrêté. J'ai eu la chance de pouvoir piloter en initiation d'ailleurs un hélicoptère. J'ai pris un pied impressionnant, phénoménal. C'est beaucoup mieux que l'avion, sincèrement. Ouais, je préfère ça à l'avion. Ouais, il y a une liberté tout à fait qui est énorme. Alors, donc du coup j'ai la passion du pilotage à la base, donc j'ai fait 24 ans, j'ai fini un BEP ici à Guingamp, à la Chênaie, et j'ai été embauché chez PSA pendant 24 ans. J'étais en maintenance pendant 14 ans et dans toute la partie lancement de véhicules et projet véhicules pendant 10 ans. Et j'avais la passion de l'informatique, j'étais très autodidacte. C'est pareil, c'est pas un métier qu'on apprend comme ça. Il faut se donner du temps, il faut chercher. Parce que moi, le brevet ULM, je l'ai passé en candidat libre. 3 mois de travail sur le bouquin et sur Internet, et je l'ai passé à Rennes un matin comme ça. Voilà, j'étais convoqué, puis on m'a dit
voilà, tu vas passer. Il faut en vouloir. Après, donc les 24 ans, alors, pendant les 24 ans, j'ai fait pas mal de choses. J'étais très spécialisé dans la partie informatique, électronique embarquée dans les véhicules. Donc du coup, le goût de l'électronique, le goût de la recherche de nouvelles technologies, ce qui fait chercher les défauts. Donc c'est important de bien anticiper. Et dans le drone, c'est pareil, il faut bien anticiper ce qui peut arriver. Et j'étais aussi formateur. J'étais pilote. Je faisais des formations de pilotage automobile, en ce qui est bien en conduite sécurisée qu'en pilotage circuit. Donc j'avais la passion du pilotage et ponctuellement, de temps en temps, je m'utilisais un petit Lama V3, les petits hélicoptères de modélisme d'intérieur là. Bon, j'étais pas un caïd, mais je m'amusais bien avec quand même. Donc voilà, tout ça a fait que, et comme j'étais très sportif et je faisais du VTT et j'avais la passion de la vidéo sportive. Donc l'un dans l'autre, j'avais quasiment tous les petites bêches qui allaient faire que ça allait prendre feu, quoi. Et puis au bout de 24 ans, j'ai appris que j'allais être dans le dernier wagon de licenciement dur qu'il allait avoir chez PSA, dû au nombre d'effectifs réduits. J'étais dans mon service, on était 8 et il fallait qu'il y ait 50% qui sautent et c'était un calcul sur l'ancienneté. Voilà. Et à 3 mois près, j'étais dans le dernier sélectionné par rapport à l'autre collègue qui avait 3 mois de plus d'ancienneté, qui lui est resté et qui est encore. Donc il a fallu que je fasse un choix. Étant très autodidacte et j'aime pas rester sur mes acquis, j'aime bien aller toujours de l'avant. J'ai cherché un métier parce que le problème c'est que j'avais 14 ans de maintenance, mais que j'avais arrêté depuis 10 ans. Et j'avais qu'un BEP. Et le BEP, le problème c'est que, à part faire passer des acquis qui étaient très lourds à faire, c'était pas valorisable maintenant, parce qu'il faut au minimum un bac, malgré mes 14 ans d'ancienneté. Et 10 ans dans le domaine, ce qu'on appelle, je faisais des lancements, hein, j'étais dans un service spécifique, et là, ce métier-là était spécifique à le domaine automobile et n'était même pas reconnu avec SAR. Donc voilà. C'était un peu compliqué. Et j'ai le drone 2012, l'arrêté sort, le métier de pilote de drone, de télépilote est créé. Et je commence à m'y pencher et je dis je regarde un petit peu. Par contre, moi j'ai fait ce que font pas beaucoup de personnes, c'est que j'ai vraiment été approfondir le sujet. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? À quoi ça va m'engager? Comment ça va fonctionner? Et donc j'ai décidé de m'engager comme pilote drone, passer mon brevet. Je l'ai acquis en septembre 2013 et j'étais licencié en décembre 2013. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est pareil. J'ai pris son montant personnel pour l'acquisition de données. J'allais de temps en temps à l'aérodrome à Rennes. J'avais un instructeur qui était super sympa, parce que en fait, on apprend l'ULM. Malgré le fait que un drone n'a rien, à part tout ce qui est partie aéronautique et les règles, tout ça d'aéronautique, il n'y a rien à voir, à part si l'aérologie, à moindre mesure, on va dire. Mais l'aérologie est importante dans le domaine du drone aussi, le comportement aérologique. J'ai pris du temps, j'ai bossé, j'ai passé mon été plutôt qu'aller bouquiner ou regarder des trucs sur internet, j'avais mon bouquin, c'est pas du S, et je bouquinais. Et puis j'ai passé mon brevet en septembre, et donc j'ai été licencié en fin 2013. À la base, une fois que j'ai eu mon diplôme ULM, mon brevet ULM, enfin théorique, pardon, il faut le préciser, je cherchais plutôt à me faire embaucher. Et le problème, c'est que le métier est tellement jeune qu'il y avait personne qui pouvait embaucher. Et puis, c'est comme je vous le dis, même moi, actuellement, je suis incapable d'embaucher. Hein. C'est pas un métier qui embauche plus que ça, à part, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le S4, où des nouvelles entreprises avec des gros moyens se lancent dedans. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai réfléchi, parce que c'est pas facile. Puis, on a un avantage maintenant en France, c'est qu'on a on peut devenir auto-entrepreneur avec des charges limitées pour démarrer. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi en tant qu'entrepreneur. Donc du coup j'ai décidé de me lancer parce que de toute façon je savais que j'allais être licencié. Dans mon coin il y avait des sociétés qui existaient déjà, auprès de qui je m'étais rapproché mais qui ne voulaient pas m'embaucher. Et puis voilà, donc l'un dans l'autre j'ai fait pas mal j'avais quand même pas mal de connaissances. Je savais comment fonctionnait un drone, je savais comment fonctionnait la vidéo, mais j'ai tout réappris. C'est-à-dire que quand j'ai acheté mon premier drone, qui était un drone fait sur mesure, parce que dans ce temps-là, les drones-là n'existaient pas, j'ai appris à fabriquer le drone avec le constructeur.
Et donc du coup connaître comment équilibrer un drone, comment équilibrer les hélices. Enfin maintenant on ne le fait plus parce que c'est les hélices qui sont tellement performantes qu'on n'a plus besoin de le faire. Contrôle des serrages, contrôle des checklists, enfin tout ce qui était checklist et tout ça, vol et après vol, avant vol et après vol. Donc voilà. Donc c'est pareil, c'est beaucoup de boulot. On se lance pas là-dedans. C'est vrai que ça paraît sympa, ça paraît ludique, hein, mais c'est vachement de boulot et c'est vachement de stress. C'est con à dire, mais moi à chaque fois que je décolle, j'ai la boule au ventre parce que je sais jamais comment il va se comporter le drone. Je peux avoir tout préparé, checklist, tout. Je peux avoir fait mon périmètre de sécurité, avoir tout anticipé. C'est l'électronique. Et on n'est pas à bord. Donc, à un moment, et l'autorotation, ça ne fonctionne pas. Hein. Celui-là, il a un moteur qui lâche, il tombe. Hein. À partir des 6 moteurs, on arrive à pouvoir, entre guillemets, gérer un atterrissage à peu près forcé. Et 8, encore mieux. Mais celui-là, il tombe. Hein. Ni plus ni moins. Donc, voilà, donc c'est toujours la boule au ventre parce qu'en fait, d'une part, on s'engage comme étant prestataire, donc on a un rendu à donner. On doit avoir une qualité d'image qui est parfaite et l'image doit revenir déjà. Pour l'anecdote, j'ai un de ces drones-là qui a fini dans le golfe du Morbihan, moi, une fois. Hein. Donc, ça fait bizarre, quoi. Je l'ai retrouvé 15 jours après parce que c'était dans une chance, c'était dans une baie où il y avait marée basse. J'ai réussi à le retrouver 15 jours après. Mais j'étais quand même 3 fois pour le chercher. Mais il n'y avait plus rien. Hein. La caméra avait fondu, la carte SD était fondue. Et donc le client, il n'avait pas ses rushs. Donc c'était 2 journées perdues. Donc voilà. On ne fait pas n'importe quoi. Mais c'est du stress en permanence. Hier, je volais, il y avait du brouillard, c'était pas prévu. Je devais voler avec celui-là. Je dis celui-là, au niveau humidité, c'est risqué. J'ai pris celui-là, qui est plus hermétique. Parce qu'on ne vole pas avec un vent puissant, on ne vole pas sous la pluie. On ne veut pas normalement entendre brouillard, sauf si on a bien anticipé que les vols sont courts, mais voilà. Donc c'est plein de choses à respecter et surtout ne pas faire n'importe quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oh, toujours la même. Oh, je crois que lui, il a une petite idée. Oui. Alors, on va commencer par les inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est un métier qui est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de concurrence. En Bretagne, on est plus de 90 télépilotes. À Rennes, on est 7 entreprises. Et si vous n'avez pas le carnet d'adresse, c'est même pas la peine d'y penser. Parce qu'en fait, vous allez taper de la communication. Hein. Vous êtes dans la communication. Donc, vous allez... si vous n'avez pas une agence de com, si vous n'avez pas un certain cursus, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, c'est tout simplement ça. Je vous arrête tout de suite. C'est beau, ça donne envie, mais là, vous allez au casse-pipe. J'ai 3 entreprises là, qui se sont créées dernièrement sur Rennes qui ont déjà coulé en 1 an de temps. L'inconvénient autre, c'est le problème d'intempéries. Parce qu'en fait, ce drone-là ne vole pas n'importe comment. Et le problème, c'est quand un client nous demande de faire des images, faut pouvoir gérer. Et là, il faut être bon en relationnel. C'est pas toujours évident. Donc c'est un inconvénient. Et alors, le côté des démarches administratives, c'est hyper lourd, quoi. C'est hyper contraignant. Je disais, sur le vol de Ploumanec, j'ai une période de 15 jours à louer pour pouvoir voler librement sur la cale de Ploumanec, côte de Granit Rose. J'ai fait plus de 2 jours de démarches administratives. Entre trouver les bons contacts, la préfecture, mais ils me connaissent très très bien, maintenant ça va très très vite. Il y a des délais d'attente. La préfecture, normalement, c'est 5 jours. Au bout de 5 jours, si vous avez fait votre demande, si vous n'avez pas de réponse, elle est considérée comme acquise, acceptée. Les mairies, il faut prévenir les mairies. Natura 2000, il faut faire très attention à connaître l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc c'est pareil pour l'hélicoptère. Alors l'hélicoptère, c'est un peu différent, sauf que lui, c'est contrôler un petit peu qu'il va pouvoir se poser et pas des objets qui peuvent à la rigueur être dangereux, parce que ça déplace énormément d'air. Nous, c'est surtout le fait que c'est valable pour les hélicoptères aussi, parce qu'ils peuvent aller à basse altitude, c'est qu'on peut être dans une zone contrôlée, une zone protégée. Donc je me rappelle avoir évolué sur le sillon du Talbert, il y a des demandes spécifiques à faire. L'île de Bréa, c'est pareil, c'est des demandes spécifiques à faire. L'île de Saint, c'est spécifique aussi. Voilà. Donc il faut savoir se renseigner, prendre du temps, c'est vachement de temps, c'est long. Parce qu'on ne tombe pas toujours sur les bons contacts, et là ça devient galère. Tout à l'heure j'ai demandé à Hugues, rien que pour l'aéroport pour l'héliport l'hélistation on appelle ça comme ça, l'hélistation de l'hôpital de Saint-Brieuc. La fois où j'ai appelé, c'est valable pour Rennes aussi,
Saint-Brieuc, j'ai toujours pas trouvé contact. Donc là, avec Hugues, je vais peut-être essayer. Mais en fait, on n'arrivait jamais à savoir qui c'est qui allait gérer. Le gestionnaire, normalement, c'est marqué sur les vagues, c'est marqué hôpital de Saint-Brieuc, hôpital de Rennes. Bah oui, mais quand on appelle l'accueil, rien. Et sur la vague, il y a marqué un numéro, c'est l'accueil d'hôpital. Donc on appelle l'accueil, ils savent pas, ils te font balader un petit peu. Et ça, c'est valable pour tous les services qu'on peut trouver, aussi bien préfectoral, parce que les préfectures, ils changent de service. Elles avaient décidé que, bien qu'on a une demande qui est faite maintenant pour que les préfectures aient un service alloué à ça, maintenant il y a beaucoup de préfectures comme en 35, le 22, ils ont un service aérien. Donc on sait à qui adresser. Sauf que ça arrive de temps en temps qu'ils changent d'adresse email. ça c'est marrant aussi. Donc on attend, et puis on n'a pas la réponse. Au bout de 5 jours, on dit c'est bon. Et puis en fait, quand on va évoluer, on dit non, la mairie, c'est bizarre, j'ai pas eu de papier de la préfecture. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être contraignantes. Mais c'est hyper lourd. Et puis alors, le côté relationnel, il faut être zen parce que quand on commence à évoluer, on se fait automatiquement attaquer. Alors on se fait attaquer pas. Ah en plus, peut-être qu'il faut que je mette Samus sur mon chose. Mais on est agressé verbalement, je ne vais pas dire permanence, mais quasiment en permanence. On va décoller d'un endroit, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une publicité qui a été faite qui était négative sur les possibilités du drone, qui est réelle, hein, mais qui n'était pas à appuyer autant que ça. Et donc le côté vie privée taquine beaucoup, quoi, en fait. Ça peut être normal, ça peut être logique, mais qu'en tant que professionnel, on a autre chose à foutre que ça. Voilà. Mais le problème, c'est que quand une personne voit quelqu'un arriver avec un drone, même s'il ne connaît pas la réglementation, il va se poser la question, qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Ils peuvent avoir la peur de dire que on va surveiller leur terrain, on va faire. Donc ça, c'est très compliqué. Et on arrive même à arriver maintenant à des stades où on arrive dans une ville, et on est contrôlé systématiquement par la gendarmerie. Et moi, j'adore. Hein. Parce que je suis blindé au niveau dossier, ils peuvent y aller. Hein. Mais j'adore parce que j'espère qu'il y en a d'autres qui vont se faire choper. Parce qu'il y a des vols qui sont illégaux. Donc c'est concurrence déloyale et ainsi de suite. Donc du coup, voilà, les inconvénients, en gros, c'est ça. C'est ça. Et on va dire ton rentabilité aussi. Hein. Parce que c'est pas rentable pour l'instant. Hein. Enfin, moi, je vous dis, ça fait 3 ans que j'existe. J'ai mis 6 mois déjà à avoir mes premières autorisations. J'ai mis 1 an, en gros, à me faire connaître parce que j'ai fait une vidéo tout seul, sans client quelconque. C'est la SEC du lac de Garlédan, parce que je suis du costarmaricain de naissance et j'avais connu l'ancienne mise à sec, et donc voilà, je trouvais ça impressionnant. Et là j'ai été reconnu, je suis sorti en départemental Ouest France et tout ça, et là j'ai commencé à être reconnu. J'ai gagné un prix et ma vidéo, donc ça fait là, voilà, on commence à se faire connaître, parce que j'avais pas un carnet d'adresse à la base. Et puis je me suis mis après en partenariat, donc il faut faire attention à ça aussi. Ne pas croire qu'à tout seul on y arrivera. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on fournisse des rushs en temps et en heure. Donc quand on demande de voler, on n'évolue pas tout le temps, tous les jours, mais ça peut arriver que 3 fois dans la semaine, on va nous demander de voler à 300 bandes de l'un de l'autre, quoi, ou même plus. Donc il faut savoir se faire aider et être épaulé de bons professionnels. Et donc je travaille avec un gars de Saint-Brieuc qui s'appelle Thibaut Maître-Jean, TMP Film, et on travaille toujours quasiment en binôme maintenant. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il m'apporte du marché, moi je lui apporte du marché. Tout ce qui est partie sol, il le gère. Tout ce qui est prise de vue au sol, parce qu'il ne faut pas faire que de l'aérien. On dit toujours le drone tue le drone. La vidéo drone tue la vidéo drone. Donc on rajoute du sol. Il faut quelqu'un qui sache bien monter, parce qu'on n'a pas le temps de fournir les montages tout le temps. Et du coup, l'apport, c'est que Thibaut, il vient cadrer, parce que ce drone-là peut être cadré par un deuxième pilote. Bien cadré, et là on a des images qui sont encore beaucoup plus belles. Voilà. Donc ça c'est pareil, et entre janvier 2014 et maintenant, je commence à pouvoir en vivre, quoi. Voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, les avantages. Les avantages. Comme nous tous, pilotes, c'est la passion. Voilà. Et on fait un métier qui nous plaît. Moi, je ne cache pas que tous les matins, quand je vais au travail, j'y vais par reculons, quoi. Voilà. Comme certains, je ne me verrais pas aller travailler à l'usine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler à l'usine, qui vont à reculons. Moi, j'y vais par reculons. Et je pense que tous les pilotes, militaires, civils, avions, hélicoptères, pilotes de drones, on y va parce que c'est notre passion.
Et quand on travaille avec plaisir, quoi, voilà, quoi. Ouais. Et c'est ça notre fil conducteur, quoi, voilà, quoi. Et c'est ça qui nous fait avancer, parce que c'est la passion. On est, bah, je vais pas dire que je suis fait pour ça, mais voilà, c'est notre passion, quoi. Et moi, je suis bien qu'en l'air, quoi, voilà. Et je pense que pilote avion, hélico, comme quand il vole avec son drone, bah, il prend un plaisir monstre à travailler, quoi, voilà, quoi. Et moi, j'en suis arrivé à un stade où je fais la comparaison avec ce que je vivais pendant 24 ans. Et encore, j'étais pas à la chaîne. Moi, j'avais l'avantage de pouvoir rouler avec des véhicules dans les 10 dernières années où j'avais la chance de voir des véhicules qui sortaient qu'un an et demi, 2 ans après. Et j'avais donc cet apport de liberté où je roulais sur des pistes fermées, où je roulais sur la route après jusqu'à un certain stade. Et j'avais une certaine liberté. Et malgré tout, donc là, j'y allais déjà en sifflotant. C'était déjà pas mal. Parce qu'aller travailler en entreprise en sifflotant, c'est bien, je trouve. Et là maintenant, mis à part, comme je disais tout à l'heure, le petit stress, hein, toujours la petite boule au ventre, mais ça me rappelle quand je faisais de la plongée, quand j'étais gamin, bah, c'était pareil, j'avais toujours mon petit stress en allant mettre de la comédine. Pourquoi? Peut-être que je fais comme ça. Mais à l'arrière, c'est bien d'avoir un minimum de stress, parce que du coup, on fait très attention à ce qu'on fait. Mais à la base, c'est une vraie passion et un vrai plaisir. Et de toute façon, pour allouer autant de temps, sans avoir un retour certain. Parce que quand j'ai créé ma société, avant de créer ma société, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais passer autant de temps pour apprendre pour le brevet ULM, qui n'avait quasiment aucun rapport avec le drone. En plus. Donc on se demande qu'est-ce qu'on fout, quoi. Donc, la loi drone pour formation va bientôt sortir et là je pense que ça va être beaucoup mieux. Mais voilà, il faut être passionné, il faut en vouloir. De toute façon, moi je le dis à mes gamins, ma fille a eu 17 ans hier. Il faut être passionné, il faut en vouloir pour faire des études. Si vous voulez y arriver, il faut en vouloir, il faut mordre dedans. Et c'est pareil. Mais quand on a une passion, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Pour ma part, bien entendu, je reste disponible. Vous voyez, je viens de Rennes et je suis aujourd'hui à Saint-Brieuc. J'ai toute une série de documents papier pour que vous ne partiez pas les mains vides si vous êtes intéressé. Pour aller un peu plus loin, il y a un site internet, air-tout-de-suite-armée.fr. Et dans tous les prospectus que j'ai, ça permet de garder en mémoire peut-être les 10% de ce que... C'est 10% normalement qu'on retient dans une conférence. Voilà, donc gardez en mémoire. Et si vous voulez nous recontacter, il y a le numéro de téléphone, l'internet, etc., etc. On a une permanence à Saint-Brieuc chaque premier mercredi de chaque mois, caserne Charner, tout près de la gare de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, on y sera aussi pour vous voulez nous rencontrer début décembre au parc de Brésillet. Hein, c'est pour les étudiants là, c'est super mort. Donc on aura notre stand, on sera là. Voilà quoi, moi c'est le mot de la fin. On peut continuer à nous rencontrer, il n'y a pas de souci.